Bonsoir à tous et à toutes. Donc, dernière séance sur la littérature et les enjeux du monde contemporain, avec sans doute le problème le plus grave à l'heure actuelle, qui est celui du transhumanisme, puisque c'est l'espèce humaine, la nature humaine telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est en question. Le transhumanisme, c'est comme le changement, c'est maintenant. C'est pas dans 30 ou 40 ans, les choses sont déjà largement engagées. Il s'agira d'aborder le problème du transhumanisme, comme toujours, donc par un texte littéraire, le roman de Pierre Ducrozet, qui s'appelle « L'invention des corps », paru en 2017. Nous avions commencé, vous vous en souvenez, par L'homme réparé, avec Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Nous terminons donc par ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme amélioré, l'homme augmenté, donc après l'homme réparé, donc du début de cette année. D'abord un problème de définition. Le terme de transhumanisme est utilisé dans les médias de manière assez fluctuante, flottante, et donc il faut d'abord faire une mise au point donc sur l'emploi que l'on va faire de ce terme. Bon, le transhumanisme, c'est une véritable nébuleuse, participe au transhumanisme des scientifiques, des philosophes, des ingénieurs, des start-up, des médecins, des États, etc., avec une partie cachée, ce qui se passe dans les laboratoires, quelquefois dans des pays qui ne se caractérisent pas par l'ouverture, comme la Chine ou la Corée du Nord, et toute une partie visible du transhumanisme qui est portée actuellement par la Silicon Valley, par les GAFA, donc de la Silicon Valley, qui constitue donc le point d'aboutissement actuel donc du transhumanisme. Donc c'est une nébuleuse, donc en partie mal connue, en partie visible, quelquefois de manière caricaturale. Donc il faut remettre tout cela donc en perspective pour cerner exactement donc ce qu'est le transhumanisme. On emploie concurremment transhumanisme et post-humanisme, quelquefois l'un pour l'autre, et on passe d'un terme à l'autre. Donc c'est une des manières de faire, c'est d'utiliser les deux termes dans le même sens. Mais certains utilisent les deux termes dans un sens spécifique. Dans ce cas-là, transhumanisme, comme le montre la présence du trans latin, qui signifie à travers. Le transhumanisme désigne un processus, un passage, c'est une étape, quelque chose est en train de passer, de se transformer. Post-humanisme, post c'est après, et donc quand on utilise le terme de post-humanisme au sens précis, cela veut dire que l'on a atteint un stade au-delà du stade de l'humain, qu'on est arrivé donc à la création d'une nouvelle espèce humaine, qui dépasse donc l'humain tel qu'on le connaissait donc auparavant. Donc, lorsqu'on utilise les deux termes de manière spécifique, ils constituent deux stades donc d'un processus d'évolution, deux stades successifs d'un processus donc d'évolution. J'utiliserai le terme de transhumanisme, je ne peux pas à chaque fois utiliser deux, trois termes pour désigner le phénomène, donc j'utiliserai le terme transhumanisme donc, dans un sens globalisant pour recouvrir donc, des phénomènes donc, divers. Donc ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est ce projet qui consiste donc, par la convergence de technosciences, de deux sortes de technosciences, d'une part l'informatique et le numérique, d'autre part la génétique et toutes les recherches des sciences cognitives. Donc ce projet d'élaborer un homme qui serait, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, amélioré, augmenté, absolument sur tous les plans. Sur le plan sensible, un homme qui verrait mieux, qui entendrait mieux, qui aurait
un goût supérieur, etc. Sur le plan intellectuel, un homme qui aurait des capacités de mémoire supérieures. Sur le plan moral aussi, un homme qui serait amélioré. Donc un homme augmenté, amélioré par rapport à l'état présent. C'est-à-dire que le projet transhumaniste est fondé sur le postulat que l'homme, que l'espèce humaine aujourd'hui n'en est qu'à un stade embryonnaire de ses potentialités, de ses possibilités. Elle peut beaucoup mieux faire que ce qu'elle fait actuellement. Et donc, en se servant de toutes ces technosciences, on va parvenir donc à une espèce qui sera donc supérieure à ce que nous connaissons actuellement, donc de l'humain. Donc, on voit que le transhumanisme donc, met en question la conception donc, de l'humain, arrivé à du post-humain, à quelque chose de supérieur donc, à l'humain actuel. Pour ce terme transhumanisme, on l'attribue en général dans les livres qui vont vite à Julian Huxley, qui était un biologiste qui aurait utilisé ce terme vers le milieu du XXe siècle. C'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, mais des recherches plus récentes ont montré que ce terme, on le trouvait déjà utilisé en 1939, donc c'est un terme relativement ancien, 1939, chez un ingénieur français qui s'appelait Jean Coutreau. Et donc c'est là que l'on trouverait donc utilisé pour la première fois donc ce terme pour désigner donc cette révolution en train de se produire. Ce transhumanisme, il va en être question dans son état actuel, tel que les GAFA lui ont donné crédibilité. Bon, jusque-là, le transhumanisme, ça se trouvait dans la science-fiction. Ça allait arriver, mais d'ici très longtemps. Avec les GAFA, avec la puissance des GAFA, tout peut se produire très vite et les transformations peuvent être extrêmement radicales. J'écoutais encore tout à l'heure une vidéo où un scientifique qui parlait d'une manipulation génétique disait aux journalistes « mais si vous voulez, je vous le fais la semaine prochaine ». Donc le transhumanisme, c'est ça. Les manipulations, beaucoup de manipulations sont possibles dès maintenant. D'autres sont annoncées à un horizon un peu plus lointain, mais c'est souvent, ça se chiffre souvent en années plus qu'en décennies. L'intelligence artificielle, le pape de cette intelligence artificielle, Ray Kurzweil, projette cela en 2045. Donc c'est pas à un horizon très très lointain. Donc c'est de cela qu'il est question dans le roman de Pierre Ducrozet. C'est de cet humanisme qui rend la science-fiction, tous les thèmes qui étaient les thèmes de la science-fiction sont rendus crédibles donc maintenant par cette intervention donc des GAFA. Le haut lieu de ce transhumanisme-là, c'est dans la Silicon Valley, l'université que l'on appelle l'université de la singularité technologique, qui est dirigée par Kurzweil. C'est là que s'élaborent les projets d'intelligence artificielle et c'est une université qui se pique de former tous les grands décideurs donc, de demain. Donc toute l'élite de demain est censée se former là, dans la Silicon Valley, dans cette université de la singularité. On désigne quelquefois le transhumanisme comme une utopie. Je préfère le désigner comme un projet. Une utopie, c'est un état stable. On atteint un état de perfection de l'humanité et on est dans un état stable. Alors que le transhumanisme étant fondé sur les sciences, ces sciences évoluant en permanence, donc on n'est jamais au bout
des possibilités. Donc c'est plutôt un projet avec des sauts, des avancées permanentes, plutôt qu'une utopie donc, qui impliquerait donc, quelque chose de stable. Bon, ce transhumanisme, c'est un projet très discuté, il est l'objet de polémiques continuelles. Actuellement, on publie un nombre de livres considérables autour de ce transhumanisme. Il est reçu de manière différente en Amérique et en Asie de l'Europe. En Europe, on est plutôt réticent, soupçonneux. En Amérique, en Asie, en Chine, on est plutôt accueillant à toutes ces thèses, à tous ces développements du transhumanisme. Il y a des différences culturelles extrêmement importantes dans l'accueil de cet humanisme. Les États s'en préoccupent. Il y a eu 2 grands rapports européens et 2 grands rapports américains qu'on peut consulter sur Internet, qui reflètent bien cette opposition. Les 2 rapports américains sont favorables à ce développement. Les 2 rapports européens mettent en avant beaucoup de réticence en face des développements de ce transhumanisme. En tout cas, donc, c'est quelque chose, c'est un objet donc très polémique. Alors, le roman dont je vais parler, donc, c'est le roman de Pierre Ducrozet. Pierre Ducrozet, c'est un jeune auteur, il est né en 82. C'est quelqu'un d'un peu nomade à la fois dans ses lieux d'habitation, puisqu'il a habité Paris, Berlin, il est actuellement à Barcelone. Il a exercé différents métiers, professeur de lettres, libraire, animateur d'ateliers d'écriture, chroniqueur littéraire. Il en est à son 4e roman avec L'Invention des corps, donc publié en 2017. Les 2 premiers romans qu'il avait écrits n'ont pas eu un énorme retentissement. Il s'appelait Requiem pour Lola Rouge en 2010 et La vie qu'on voulait en 2013. Et il reçoit une véritable reconnaissance en 2015 avec le roman intitulé Eroica, qui vient de paraître en poche, que je vous conseille. C'est un roman très intéressant qui évoque le peintre Jean-Michel Basquiat et le New York de l'époque, avec Andy Warhol, etc. Enfin, c'est un roman très, très intéressant. Et donc, c'est le roman qu'il fait connaître. Et donc, L'Invention des corps, c'est le roman qui confirme donc cette émergence d'un nouvel auteur important dans ce qu'on appelle donc la littérature de l'extrême contemporain, donc la littérature qui s'écrit de notre temps. L'accueil a été favorable, il a reçu le prix de Flore, qui récompense pour un coup un roman intéressant. Les autres précédents, ça n'était pas toujours le cas. Et un accueil critique favorable également, puisque on peut écouter Pierre Ducrozet dans plusieurs émissions sur les radios culturelles, sur France Culture en particulier. Je vous résume le roman. Alors pour cela, je fais un sacrilège. Je suis obligé, pour résumer ce roman, de lui réattribuer une cohérence et une unité qu'il n'a absolument pas dans le récit, dans la mesure où, comme je le dirai tout à l'heure, Pierre Ducrozet essaie d'inventer une nouvelle forme de roman très éclaté, très original, et donc je ne peux pas vous le raconter sous cette forme-là, et donc je reconstitue donc la cohérence de ce roman. Donc il commence dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 à Iguala, au Mexique, où 43 étudiants révolutionnaires qui venaient réquisitionner des bus pour aller faire une manifestation à Mexico sont massacrés, enlevés par la police et l'armée mexicaine. Et ils sont portés disparus. C'est un fait historique sur lequel démarre donc le roman. Ces étudiants étaient accompagnés d'un jeune professeur qui s'appelle Alvaro Beltrán, qui est un programmeur et qui enseigne dans les écoles normales, qui enseigne l'informatique dans les écoles normales, donc mexicaines. Il échappe par miracle au massacre et il prend la fuite donc après ce massacre. Il gagne la frontière
rendu célèbre depuis entre le Mexique et les États-Unis, et il réussit donc à passer cette frontière grâce donc à un passeur. Il se rend dans la Silicon Valley, donc il passe par Los Angeles, puis il arrive à San Francisco, où il se rend dans un centre d'études qui s'appelle le CUBE, qui est le centre d'études créé par Parker Rice. Parker Rice, ça a été un géant du net. Il a fait fortune dans l'informatique en créant ce qui s'appelle dans le roman cash flow, qui est un système de paiement en ligne. Il a revendu Cashflow, donc c'est quelqu'un qui était à la tête d'une fortune considérable, et avec cette fortune, donc il a créé ce centre de recherche. C'est un être qui est obsédé par la mort et qui veut mettre fin à la mort, faire des recherches de manière donc à faire disparaître la mort de la condition humaine. C'est un apôtre donc du transhumanisme que ce Parker Rice. La vieillesse est une maladie qu'il faut guérir et il faut parvenir donc à supprimer donc la mort de la condition humaine. Parker Rice se présente devant lui pour se faire embaucher comme programmeur, mais Parker Rice l'embauche comme cobaye et il l'embauche donc pour effectuer sur lui un certain nombre de recherches. Ces recherches avancent très rapidement. Pour ces recherches, Parker Rice embauche des scientifiques de grand renom et c'est ainsi qu'il a embauché une spécialiste de la génétique qui s'appelle Adele Cara. Et dans ce centre de recherche, Parker Rice réussit donc à constituer une banque d'organes. Il réussit à faire un double par la culture des cellules souches. Il réussit à faire un double du foie d'Alvaro et il propose donc à Alvaro de lui greffer donc ce foie qui est l'identique donc de celui qu'il possède, un foie qui est génétiquement identique donc au sien. Pour de l'argent, Alvaro donc accepte. Mais au dernier moment, alors qu'il se trouve déjà dans la salle d'opération, il se ravise et il s'enfuit après avoir crevé un œil de Parker Rice en lui enfonçant un bistouri donc dans l'œil. Et la jeune généticienne, Adele Cara, qui est tombée amoureuse de lui, s'enfuit donc avec lui. Commence alors une cavale de ces deux personnages. Ils sont poursuivis, mais ils réussissent à échapper à leurs poursuivants. Et ils découvrent donc à la fois un amour entre eux très sensuel et ils découvrent donc une relation sensuelle également avec le monde. C'est donc une espèce de redécouverte de la beauté du corps et de la beauté de la nature, donc à travers ces relations entre les deux personnages. Pendant ce temps, Parker Rice a réussi à faire remplacer son œil crevé par une prothèse, par un œil artificiel beaucoup plus performant, si performant qu'il envisage de faire remplacer l'autre par également donc une prothèse. Parker Rice a le projet de construire sur une île en dehors des zones territoriales, une île donc qui serait autonome, une île artificielle qui serait autonome, c'est-à-dire qui échapperait aux lois des États pour pouvoir continuer à mener tranquillement donc toutes ces recherches donc qui sans cela donc sont soumises donc à des tas de contraintes étatiques et il est aidé en cela par tous les géants du net qui financent donc cette opération. Mais des hackers qui sont tous des petits génies de l'informatique, qui créent des start-up et qui écrivent de nouveaux codes comme ils respirent, décident donc de se révolter contre cette île construite par les transhumanistes
Ils se réunissent dans une forêt près de Vancouver au Canada, dans une zone qu'ils appellent une zone d'autonomie temporaire, où grâce à l'informatique, ils parviennent à faire sauter le jour même de son inauguration l'île construite par les géants donc du net. Cette petite communauté donc de révoltés s'est organisée autour d'un gourou de l'Internet des origines qui s'appelle Walter Fehrenbach. Et donc il y a là d'autres génies, petits génies de l'informatique, dont un personnage très original dont je reparlerai tout à l'heure qui s'appelle Lin Dai. Lin Dai qui lui est un passionné des recherches sur le cerveau, mais qui va réussir donc par les expériences qu'il mène à se faire brûler donc le cerveau dans ces expériences. Alvaro et Adele avaient rejoint cette communauté de hackers et donc ils participent donc à cette espèce de fête qui consiste donc à faire sauter cette île lors de son inauguration. Le roman se termine par une nouvelle cavale des deux héros qui font une pause en quelque sorte dans leur existence. Ils voyagent à travers le monde, ils se réfugient dans une île pour vivre leur amour et vivre dans une relation apaisée donc, et très sensuelle avec le monde. Voilà donc résumé donc l'intrigue donc de ce roman. Alors je voudrais passer par 3 étapes. D'abord, essayer de vous montrer comment, pour traiter d'un sujet comme le transhumanisme, Pierre Ducrozet invente une nouvelle forme romanesque. Donc, inventer une nouvelle forme de roman pour écrire sur un sujet nouveau. Ensuite, j'essaierai de vous exposer comment Pierre Ducrozet expose le projet transhumaniste dans le texte. Et enfin, je vous montrerai comment Pierre Ducrozet réalise une critique du transhumanisme. C'est un roman engagé contre le transhumanisme et comment donc se fait cette critique du transhumanisme. Alors, le projet de Pierre Ducrozet sur le plan formel, c'est d'inventer une forme du début du XXIe siècle, d'un roman du début du XXIe siècle, qui se distingue du roman tel qu'il avait existé au XIXe siècle, le roman à la Balzac. Le roman du XIXe siècle, c'est le roman qui correspond à la montée de la bourgeoisie, de l'individu et de la bourgeoisie du XIXe siècle. Et donc les romans du XIXe siècle, ce sont les romans à intrigue linéaire du type ascension et décadence donc de tel ou tel individu. Donc c'est un roman organisé chronologiquement autour d'un personnage avec l'accent mis sur l'ascension ou la décadence, ou les deux, Grandeur et décadence de César Birotteau, par exemple. Donc c'est ce type de roman. Donc Pierre Ducrozet veut rompre donc avec ce type de roman, et il veut inventer donc un roman en réseau, ce que le philosophe Gilles Deleuze appelait le rhizome. Le rhizome sont les racines, donc avec toutes leurs intrications, et donc il veut inventer donc un roman rhizomique, un roman en réseau, comme pour parler de l'Internet, qui est un réseau, il faut un roman rhizomique et non pas un réseau, et non pas un roman en linéaire, un roman organisé selon une ligne continue et linéaire sous la forme chronologique. Ce problème de la constitution, de l'invention d'une forme romanesque neuve est posé dans le texte. Francis lira tout à l'heure le passage. Werner Fehrenbach parle de l'art en général et il dit l'art doit faire comme la science. Au XXIe siècle, l'art doit inventer de nouvelles formes comme la science invente elle aussi donc des formes. Et donc c'est cette construction-là d'un roman en réseau que dont je voudrais vous montrer donc les constituants. Premier constituant de ce roman en réseau, ce sont les structures narratives en éclats, des éclats de narration. Au lieu de la narration continue, des éclats. Comme quand vous faites une recherche sur la toile. Vous sautez d'une page à l'autre, vous avez des éclats
de pages. On vous renvoie par des liens à ceci, vous êtes projeté en avant, vous revenez en arrière, etc. Et donc c'est cette forme de roman qui ressemble à une navigation sur la toile qu'impose donc le roman de Pierre Ducrozet. Et quand j'ai reconstitué la cohérence du roman, j'ai fait ce que vous faites quand vous faites une recherche sur la toile. On passe par de multiples petits morceaux, de multiples petits éclats, mais on a une idée en tête, on fait une recherche sur quelque chose, et donc on bâtit soi-même quelque chose de cohérent. Et donc le lecteur du roman de Pierre Ducrozet fait comme le chercheur sur la toile, il rebâtit, il met en relation des petits morceaux, des petits éclats, pour arriver donc à saisir une totalité, essayer d'avoir quelque chose donc de total sur un sujet donc donné. Et donc c'est ainsi que fonctionne donc le roman, avec des petits morceaux de narration qui sont juxtaposés et on saute continuellement d'une narration à l'autre. Une narration s'ouvre, s'interrompt, et puis on revient au sujet précédent. Donc c'est constamment sous cette forme-là que l'on progresse à l'intérieur du roman, sous cette forme éclatée, démultipliée, à l'intérieur donc du roman. Mais bien sûr, il y a des liens. Il y a plusieurs cavales, par exemple, et donc on peut se souvenir, quand on arrive à la deuxième cavale, on peut se souvenir de ce qu'a été la première et établir des comparaisons, des liens. Le roman revient continuellement sur des expériences historiques traumatisantes pour les corps, et donc le point de départ, c'est ce massacre des étudiants. Ensuite, quand le roman évoquera Werner Fehrenbach, il parlera du père de Werner Fehrenbach qui est mort dans les camps nazis, donc les corps brûlés dans les camps nazis. Il sera question du tsunami en Thaïlande, il sera question du 11 septembre, où les corps ont été violentés d'une autre manière, et donc il y a une espèce de réseau des corps à l'intérieur donc du roman. Le titre du roman, c'est l'invention des corps, et donc on voit que ces corps se trouvent comme un fil rouge, donc constamment présent par petits morceaux, petits éclats, donc à l'intérieur donc du texte. Donc un roman labyrinthique, mais dans lequel on retrouve donc des lignes de force, dans lequel on peut reconstituer donc une totalité. Deuxième trait de ce réseau, c'est l'espace-temps mondialisé. On n'est plus dans une ligne unique temporelle, on est dans un espace-temps mondialisé. L'aventure d'Alvaro dure quelques mois, du 25-26 septembre 2014 jusqu'en 2016, donc c'est un temps relativement court, mais hormis au commencement où on assiste en suivi donc au massacre des étudiants et à la fuite d'Alvaro, après tout éclate sur le plan temporel et on a de petits instants qui continuellement sont juxtaposés donc l'un à l'autre. Et Pierre Ducrozet utilise continuellement des termes comme maintenant, à présent, c'est-à-dire que le lecteur est mis en direct, en contact direct avec l'instant qu'il est en train de raconter dans le roman. Donc on est en présence d'un temps discontinu au lieu du temps linéaire et continu, une succession de présents donc dans le texte. Même chose pour l'espace. Alors il y a bien un axe majeur qui est l'opposition du Mexique et des États-Unis, mais les personnages voyagent dans l'espace en permanence, ils prennent l'avion comme on prend le bus au coin de la rue, et donc ils franchissent en permanence les frontières. C'est un monde où les individus sont nomades. Le personnage d'Adèle est à elle toute seule une femme-monde, elle a passé son adolescence donc à voyager dans le monde, elle est allée partout, et donc c'est une femme donc qui vit le nomadisme contemporain, que chante Jacques Attali en particulier, ces élites qui se baladent donc dans tous les aéroports du monde, ces élites cosmopolites et nomades. Ça vaut à la fois pour les géants du net et pour les opposants, les petits hackers qui viennent de partout, et eux aussi donc bougent sans arrêt, passent les frontières donc sans arrêt. Donc c'est dans ce monde éclaté que se passe donc le roman.
Même chose enfin pour ce qui est des personnages, ce sont des personnages en réseau. Il n'y a pas de héros à l'intérieur de ce roman. Il y a 5 personnages, les 5 que j'ai mis au tableau, qui sont des protagonistes dont les destinées s'entrecroisent donc en permanence dans le texte. Ils sont aussi importants l'un que l'autre, et tantôt on parle de l'un, tantôt de l'autre, et puis leurs destinées donc s'entrecroisent perpétuellement. Donc ce sont des personnages qui servent à porter les interrogations sur le transhumanisme du texte. Il y a ceux qui sont du côté du transhumanisme et puis ceux qui s'opposent au transhumanisme. Et donc ces personnages, ce ne sont pas du tout des caractères psychologiques comme dans le roman balzacien, ce sont des personnages qui sont des moyens de l'interrogation de l'auteur du roman pour mener donc sa réflexion sur le transhumanisme. Donc ce n'est pas la psychologie qui compte, ce sont des personnages qui sont des moyens de l'exploration de la réflexion donc, sur le transhumanisme. Deuxième caractère de ce roman en réseau, c'est la porosité et le brouillage des frontières, comme sur le net. On saute en permanence les frontières. Ce n'est pas un hasard si le roman commence par le franchissement d'une frontière, la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et ensuite, on ne cessera de franchir des frontières tout au long donc, de ce récit. Comme l'information circule, tout le monde circule à l'intérieur donc, de ce roman. C'est un roman qui brouille les genres, les sous-genres du roman. Si j'avais à définir le genre auquel appartient ce roman, il faudrait que j'en aligne un certain nombre. On peut dire que ce roman, c'est un thriller, un roman policier. Il y a des cavales, etc. Il y a des scènes de genre attendues, les scènes érotiques ou les scènes violentes, le bistouri planté dans l'œil, etc. Donc, ce sont des scènes de romans donc, policiers. Il y a du roman d'aventure. Certains passages, c'est les roues de Mouy, les cavales. C'était d'ailleurs le premier titre qu'avait choisi Pierre du Crozet. Il avait appelé ça d'abord le roman Cavale. Donc il y a des cavales. Le roman scientifique, un nouveau, comme le disait déjà Maëlys de Kerangal, il faut faire rentrer dans le roman des choses qui n'y avaient pas accès. Maëlys de Kerangal faisait rentrer dans le roman la manière dont on fabrique le béton dans Naissance d'un pont ou la transplantation cardiaque dans Réparer les vivants, etc. Et donc là, c'est pareil, on fait rentrer l'infiniment petit. Comment on va parler des cellules souches dans un roman? Comment on va faire rentrer l'infini dans la petitesse des corps? Donc, c'est un roman scientifique qui exige par conséquent un gros travail, naturellement, de documentation de la part de l'auteur. Bon, c'est un roman historique. Ça commence par un événement historique réel. Et puis, il est question de multiples événements historiques, le nazisme, le 11 septembre, le tsunami, etc. Donc, on est dans un roman où l'histoire récente est continuellement présente dans le texte. C'est un roman de science-fiction aussi, roman de science-fiction qui fait penser quelquefois à 1984 d'Orwell ou Au meilleur des mondes d'Huxley, avec un jeu extrêmement habile sur le trouble. Le problème du transhumanisme, c'est qu'on ne sait jamais trop si ce dont il est question, ça existe déjà ou si c'est sur le point de se faire. Par exemple, l'île qui s'appelle dans le roman Blue Sky, donc dans le roman, elle est créée. Dans la réalité, elle n'existe pas encore, mais elle est en projet chez tous les grands des GAFA qui ont projeté de construire donc cette île qui s'appelle Blue Sea. Donc Blue Sky, Blue Sea, on voit que l'auteur joue sur le nom de ces îles. Et donc, de multiples phénomènes dont il est question dans le texte, la culture des cellules souches, etc., le fait de lutter contre le vieillissement, de faire marcher les cellules souches à l'envers, etc., ça existe déjà
personne ne le sait ou presque, mais on est capable de le faire. Et donc le roman joue sur ce caractère donc, de trouble entre ce qui existe déjà et ce qui va exister si ça n'existe pas déjà. C'est un roman qui manifeste un brouillage entre la réalité et les mythes et les éléments mythologiques. Ce qui fait la force du roman de Pierre du Crozet, c'est que c'est un roman où la réalité qui est évoquée éveille constamment des références mythologiques. On pense sans arrêt à des personnages mythologiques, par exemple Lindai, qui fait des recherches sur son cerveau et qui va réussir à se le brûler. Ça fait penser à Icare, qui lui aussi s'approchera trop du soleil et se brûlera les ailes et tombera dans la mer. Le cube est Parker Rice, le maître de ce centre de recherche, avec son atelier de fabrication d'organes. Ça fait penser à l'atelier de Dédale, qui, dans l'Antiquité, fabrique donc les éléments avec lesquels il va faire le labyrinthe. Les Anonymous qui existent dans la réalité, ce sont cette petite association de hackers qui luttent contre certains États dictatoriaux ou contre certaines institutions. Donc ça rappelle les pirates de l'Antiquité. Donc les Anonymous sont les pirates d'aujourd'hui. Donc on voit que les éléments de la réalité d'aujourd'hui résonne à chaque fois dans l'imaginaire avec des personnages mythologiques, etc., des fantasmes. Enfin, dernier point sur les transhumanistes aussi, ça fait penser à la théorie du complot. Et le roman balzacien, Balzac avait écrit une histoire des 13, qui était déjà l'histoire d'une petite clique qui régnait sur Paris. Là, c'était Paris. Les transhumanistes veulent régner sur le monde. Donc, c'est l'imaginaire de la petite association qui va régner sur le monde. Donc, dernier point par lequel je voudrais terminer cette étude de la forme romanesque, c'est l'écriture. Il y a une volonté chez Pierre du Crozet d'inventer une nouvelle forme d'écriture. L'écriture des corps, tout d'abord. L'objectif de Pierre du Crozet, comme il l'explique, c'est de montrer comment on peut écrire l'histoire du XXe et du XXIe siècle à travers les corps, en décrivant les corps, ce qui est arrivé au corps. Je peux écrire l'histoire du XXe, XXIe siècle. Si je décris ce que sont devenus les corps sous le nazisme, je décris le nazisme. Si je décris les corps du 11 septembre, je décris l'événement 11 septembre. Et donc il y a une volonté de faire une véritable écriture des corps à leur paroxysme, dans la violence de l'histoire, dans le paroxysme de l'histoire, en même temps que les corps... à ces corps au paroxysme dans la violence de l'histoire s'opposeront les corps artificiels, contrôlés, ouverts, du transhumanisme, ces corps sur lesquels on fait des expériences, etc. Donc c'est une autre forme de violence qui s'impose là, qui est moins spectaculaire que la violence de l'histoire nazie, par exemple, mais c'est une autre forme de violence effectuée sur les corps. Importance accordée également aux vêtements. Par exemple, Parker Rice porte un t-shirt, il ne porte jamais de chemise, dit le texte, ce qui est le signe de son non-conformisme. Il porte des t-shirts avec des inscriptions Free Wi-Fi ou bien I love Nirvana and I don't want to die. C'est ce qui figure donc sur le t-shirt. Donc c'est un style cool. Les transhumanistes menacent l'humanité, mais dans un style cool, quoi. C'est quelque chose qui se veut non conformiste. Donc on voit que le corps est extrêmement important, une écriture du corps, une écriture du mouvement.
le roman est divisé en 4 parties, mais ces 4 parties sont appelées 4 mouvements par Pierre du Crozet. Il faut prendre ce terme de mouvement au sens propre. Hein, ce sont des dynamismes, on est poussé continuellement en avant, ça bouge tout le temps, il se passe toujours des choses, etc. Hein, et donc c'est une écriture donc, du mouvement, une écriture donc, du rythme, hein, du dynamisme qu'on voit quand on ouvre le livre. On voit que, que ce sont des pages trouées. Hein. Les blancs sont multiples sur la page, les paragraphes sont petits, les phrases sont souvent minimalistes, et donc on saute continuellement d'un paragraphe à l'autre, d'une phrase à l'autre, etc., dans un ensemble textuel extrêmement éclaté, une impression d'urgence et de vitesse donc perpétuelle. À l'intérieur du texte de Pierre du Crozet viennent s'installer sous la forme d'un copier-coller des morceaux venus d'ailleurs, des morceaux d'autres textes. Par exemple, il y a dans le texte des morceaux du livre d'Akimbe, dans lequel Akimbe parle de ce qu'il appelle les zones d'autonomie temporaire, c'est-à-dire ces zones où les adversaires des GAFA peuvent se réunir pour fomenter une action informatique contre les GAFA. Et donc, les principes de la constitution de ces zones d'autonomie temporaire viennent s'installer dans le texte, sont des morceaux de texte étrangers hein, qui viennent se greffer à l'intérieur du texte de Pierre du Crozet. La langue, enfin, est une langue nouvelle, hein, une langue qui se veut nouvelle, qui transgresse continuellement les langues. C'est un bon exemple que la littérature, bon, contrairement à la communication courante où on respecte, comme on disait la dernière fois, le bon usage, hein, pour se faire comprendre, il faut bien respecter le bon usage. Bon, la littérature, c'est au contraire le lieu, n'en déplaise à certains, de la transgression hein, du bon usage. Il faut faire sauter le bon usage. Hein, sinon, tous les grands écrivains font ça, hein, font sauter le bon usage. Et donc Pierre du Crozet fait sauter le bon usage en mélangeant les registres de langue, en mélangeant la langue écrite et la langue parlée, en mélangeant les vulgarités à des expressions plus nobles, en utilisant des tours de syntaxe qu'on ne devrait pas trouver en littérature. Hein, on ne les a pas emmerdés, par exemple. Hein, bon, c'est honteux d'écrire des choses pareilles. Et donc, on introduit donc des choses qui transgressent donc les codes hein, habituels de la littérature. La ponctuation est transgressée, elle est souvent supprimée dans le texte, donc avec avec des effets donc de langue orale, hein, des effets de rythme oral. J'en donne un exemple, c'est un épisode où il est question de la manière dont certains personnages de l'histoire, comme un pape Innocent VIII, a voulu se faire injecter du sang frais pour échapper à la mort, hein, et ça donne ceci dans le dialogue, « Mais prenez votre temps, la cuve est là, il n'y a pas de D', et la phrase s'arrête. » Et ensuite, on y va. Hein, donc on voit que les phrases restent suspendues, interrompues, hein, comme dans un dialogue oral. Je prends une autre phrase, « Ah, et puis j'ai le soleil dans la gueule, ça commence à me... » Point, la phrase s'arrête, hein, elle est suspendue. Hein, donc, ce sont des effets donc, de phrases orales hein, qui apparaissent donc, dans le texte. Alors, voici la première lecture. C'est la lecture donc d'un entretien entre un journaliste qui s'appelle Evan Kuplan et Walter Fehrenbach. Donc, le journaliste interroge Fehrenbach pour qu'il parle de la manière dont il a inventé et participé à l'invention de l'informatique, du numérique, mais Walter Fehrenbach dérive vers les problèmes de l'art et le journaliste ne parvient pas à le remettre sur les rails et donc le journaliste intervient continuellement donc, pour manifester son mécontentement de voir Fehrenbach dérailler vers les problèmes de l'art au lieu de lui parler donc, de l'Internet. Donc c'est Werner, pardon, c'est Werner qui parle en premier.
La base de toute l'idée, c'était le réseau. Une architecture éclatée, sans début ni fin, sans hiérarchie. C'est ça la grandeur d'Internet. Cette idée-là subsiste, bien sûr. Le réseau fonctionne toujours ainsi. Et quand est-ce qu'une communauté humaine a fonctionné de la sorte? Jamais. Mais attention, si on n'est pas attentif, cette éthique sera bientôt détournée par le pouvoir économique et politique, qui ne peut laisser éternellement des trublions, des hackers, des hors-la-loi échangés et créés en toute impunité. Ils mettront la main sur la machine. En réalité, ils ont déjà avancé leur pion. Ça ne devrait plus tarder. Oui, je comprends, mais pourriez-vous... Vous savez, ça va bien au-delà d'Internet en réalité, continue Werner qui se sent en jambes aujourd'hui. L'art aussi, puisqu'on en parle, doit être rhizome. Rhizome? Oui, enfin, vous savez, c'est la tige qui nourrit, sous la terre ou sous l'eau, la plante vivace. Très bien. Et eh bien, c'est l'image qu'utilise le philosophe français Gilles Deleuze pour symboliser une structure qui se développe librement, qui ne fait ni monter ni descendre, le contraire d'un arbre, d'une pyramide ou de toutes les structures binaires qui nous infectent. Le rhizome est la figure la plus libre qui soit, qui fleurit et pousse selon son seul désir. Chaque point d'un rhizome communique avec n'importe quel autre. Le rhizome n'a évidemment pas de centre, pas de système de pousse logique, ordonné, mais une efflorescence sauvage. Bref, nous n'avons fait avec le réseau que montrer la voie, en proposant ce modèle basé sur des lignes de fuite, des percées, des dynamiques libres et folles. Mais maintenant, c'est à l'art de suivre Internet, qui lui-même suit ce qu'il y a de mieux dans la nature, c'est-à-dire les végétaux et les plantes. Si j'écrivais un roman, Dieu m'en garde, j'ai des choses plus importantes à faire, je le construirais ainsi, en rhizome, en archipel, en figure libre, interconnexion, hypertexte, car ça devrait être le fondement du récit contemporain. C'est une époque merveilleuse, vous savez. Notre être peut se développer, comme le réseau qu'il a devant lui, en arbre, en végétal, en pente ou en fontaine. Nous pouvons devenir sauvages, croître, devenir multiples, innombrables. Internet n'est pas une interface, c'est notre désir réalisé d'être un autre. Ce sont nos lignes de fuite incarnées. Le journaliste regarde les mains de Werner Fehrenbach qui s'agitent. C'est ce qu'il aime le moins dans ce boulot, quand les gens se lancent dans des délires et qu'il ne peut plus les rattraper. Oui, Internet est autre chose qu'un réseau. Oh putain, ça continue. Ce sont des ordinateurs reliés entre eux qui sont tous sur le même plan et qui peuvent tous créer de l'information, du contenu, sans qu'aucun ne soit au-dessus des autres. C'est l'apogée de la démocratie, avec les horreurs possibles que cela comporte. Un con a autant de poids et d'importance qu'un vieux sage. C'est horrible, indécent, mais c'est ainsi. Mais vous, pour en revenir à cela, lorsque vous participiez au premier rassemblement hippies, pensiez-vous, l'art aussi, disais-je, doit adopter le modèle du rhizome, non pour imiter la réalité, il a d'autres choses à faire, mais pour l'anticiper. Tous deux se développent de manière aparallèle. Ils n'existent pas sur les mêmes plans. Mais le roman, pour ne prendre qu'un exemple, devrait se plonger dans le réseau rhizome, comme un homme à la mer, qui est trop belle pour lui, qu'il aimerait atteindre. L'art n'a ni début
ni fin. Il n'a pas de thème ou de personnage fixe, de point A et de point B. Il se développe librement, comme un chancre, un tentacule, une herbe folle, et il ira où il voudra bien aller. Il doit être libre, moderne, fou. C'est un réseau, lui aussi. L'art, nous pourrions en parler une autre fois, peut-être. Le papier, cette fois, sur Internet, que vous avez donc... Oui, revenons sur le rhizome, vous avez raison. Ce que Deleuze ne pouvait pas encore savoir, mais qu'il a entrevu, c'est que le rhizome incarné, ultime, c'est Internet. Le journaliste dit merci, appuie sur son enregistreur. Ce mec est dingue. Il faut que je file. À bientôt. Merci encore. Et Evelyn Coupland sort au courant. Pardon. Donc ce passage, c'est ce qu'on appelle en critique littéraire donc un passage métatextuel. Hein. Ce sont les passages où l'auteur adopte comme sujet l'écriture en train de se faire, hein, pose les problèmes de l'écriture en train de se faire. Hein. Donc c'est ce que fait ici Pierre Ducrozet, hein, qui pose les problèmes de sa propre écriture du roman, et il les confie donc à ses personnages. J'en arrive donc à mon deuxième point avec le projet donc transhumaniste. Alors tout d'abord les acteurs. Hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un moment précis du transhumanisme hein, qui est évoqué dans le roman. Donc c'est le moment où les GAFA, donc c'est le début du XXIe siècle, hein, le moment où les GAFA ou GAFAM, hein, si l'on ajoute Microsoft, hein, s'emparent donc du transhumanisme pour rendre donc le projet crédible. Les acteurs hein, de ces GAFA sont souvent cités dans le roman sous leur nom réel. On trouve Elon Musk, hein, le fondateur de Tesla et de SpaceX, hein, cette société avec laquelle il a envoyé tourner une Tesla autour des étoiles. Celui qui construit des fusées pour quitter la Terre et coloniser d'autres planètes, hein, Elon Musk, coloniser Mars en particulier. On trouve Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, qui sont très engagés dans la lutte contre la mort. Hein. Ils financent une multiplicité de start-up qui essaient de lutter contre la mort. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est également cité. Travis Kalanick, le fondateur de Uber. Tous ces personnages-là, on les retrouve à la fin du roman pour l'inauguration de l'île, et lors de cette inauguration de l'île, on inaugure une salle, c'est la salle Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Le héros de ces GAFA dans le roman n'est toutefois pas désigné sous un nom réel, c'est Parker Rice, donc c'est un nom fictif, mais ce Parker Rice, donc on le reconnaît assez facilement, c'est dans la réalité Peter Thiel, qui est avec Elon Musk le fondateur de PayPal, Cashflow dans le roman. Après avoir fait fortune donc, dans la création de PayPal, il a revendu cela donc, pour une fortune à eBay. C'est le principal investisseur de Facebook. Hein, et donc c'est un personnage romanesque derrière lequel on retrouve très facilement donc, le personnage réel. Hein, il est homosexuel comme Peter Thiel. Il a fait ses études à Stanford, comme Peter Thiel. Il apporte son soutien au Parti républicain. Après le roman, il apportera son soutien à Trump, hein, dont il financera la campagne. Et le projet qui lui est prêté de construire une île, bon, ça n'est pas dans la réalité le sien, c'est celui de Parry Friedman, qui est le fils du Friedman, donc le théoricien ultralibéral. Et donc, mais tous les géants du net veulent participer à la création de cette île, hein, et donc Peter Thiel participe à cette création comme le Parker Rice donc, du roman. Vous remarquerez que tous ces acteurs sont essentiellement masculins, très peu de femmes là-dedans. Il y en a une citée qui est Emily Shaw, qui est la coprésidente d'Adobe,
C'est un logiciel, Guillaume. Donc, à part ça, il n'y a guère de femmes. Le transhumanisme, c'est une idéologie de la conquête, de la puissance, et donc c'est par nature viril, quoi. Donc, il n'y a que des hommes là-dedans, ou presque. Quels sont les moyens de ces acteurs? Alors, les moyens d'action dont disposent ces transhumanistes des GAFA sont colossaux, considérables. On assiste à ce moment unique dans l'histoire où des entrepreneurs privés peuvent plus que des États modernes. La fusée envoyée par Elon Musk récemment avec sa voiture, est la plus grande jamais envoyée. La NASA ne l'avait pas fait. Donc on voit des entrepreneurs privés faire des choses que les États n'ont pas fait. Donc ce sont des moyens considérables. Donc ces moyens, c'est la toute-puissance financière acquise grâce au net, fortune considérable, qui permet de tout acheter, qui permet d'investir en permanence dans toutes les idées qui paraissent intéressantes et qui paraissent fructueuses, des sommes absolument pharaoniques. Dans le roman, on voit Parker Rice à l'œuvre, on assiste à l'une de ses journées, et il ne cesse de rencontrer des petits genoux qui viennent d'inventer des start-up qu'il finance, qu'il rachète quand elles sont intéressantes. Il finance son centre de recherche, donc le Cube, à prix d'or. Il achète la participation de scientifiques de haut niveau. Adèle Cara est une Française, donc il l'a fait venir spécialement parce que c'est la grande spécialiste qu'il recherche, donc il a l'argent pour le faire. Il finance des cobayes, il paye très cher Alvaro pour ces expériences qu'ils veulent réaliser. Ils ont les moyens de construire une île artificielle en s'unissant. Donc ce sont des moyens absolument considérables qui sont mis à leur disposition. Donc il y a un esprit d'entrepreneuriat avec les moyens de mener les entreprises à terme dans des directions multiples, dans des directions très diverses. Le deuxième moyen, ce sont les sciences, l'instrumentalisation des sciences, des deux registres scientifiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont représentés dans le roman. D'un côté, donc, le numérique, l'informatique, et de l'autre, le biologique. C'est cela que l'on retrouve dans le Cube de Parker Rice. C'est par la convergence de ces deux registres scientifiques que vont se faire donc toutes les recherches. D'où les trois caractères des avancées transhumanistes. C'est la rapidité avec laquelle cela peut se faire, parce que toutes les finances sont là, tous les moyens sont là, qu'on fait converger donc plusieurs disciplines et que on est prêt à toutes les radicalités. Il n'y a pas de frein. On est prêt à tout pour avancer. Donc le transhumanisme est fort de ces trois éléments. Troisième moyen de ces transhumanistes, ce sont les réseaux institutionnels, les réseaux d'influence. L'université de la singularité, qui est financée par Google, qui se déroule dans les locaux prêtés par la NASA, et donc ces entrepreneurs privés ne sont pas du tout coupés des pouvoirs financiers, des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Tout cela donc se marie. Et l'université de la singularité, donc c'est le cœur de la Silicon Valley, et c'est là donc que se déroulent donc toutes ces recherches. C'est là que l'on combat la mort. Travaille dans cette université de la singularité, donc Kurzweil, donc Ray Kurzweil, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le prophète de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est la capacité des ordinateurs de s'organiser en système autonome, de s'améliorer, de fonctionner donc en circuit fermé, d'où la crainte de voir ce mécanisme échapper aux hommes, mais les transhumanistes financent en même temps
des recherches, des start-up pour surveiller donc cette intelligence artificielle et pour empêcher qu'elle ne puisse échapper donc aux hommes. Donc il y a là donc un cœur brûlant du transhumanisme avec cette université donc de la singularité. Il y a des lobbies et des fondations partout qui sont financés par ces transhumanistes, des contrats passés avec l'armée américaine, dans la mesure où on imagine bien que beaucoup de ces recherches intéressent l'armée américaine. Je pense par exemple aux exosquelettes, ces squelettes extérieurs qui permettent aux soldats de ressembler à des Robocop, de voir en pleine nuit, de pouvoir courir sur des distances infinies, de résister à des chocs terribles, etc. Donc tout cela intéresse bien entendu l'armée américaine. Donc, il s'agit donc de parvenir donc par ces réseaux d'influence, ces réseaux institutionnels, donc à faire avancer donc la recherche. D'où la rhétorique extrêmement enthousiaste, prophétique et messianique qu'utilisent en permanence les transhumanistes. C'est pour demain, ça va arriver. Il y a une telle puissance mise en œuvre que tout ne peut qu'arriver demain. Ils répandent dans leur rhétorique l'idée que ce n'est même pas la peine d'essayer d'arrêter le mouvement. Le mouvement est déjà si puissant qu'on ne peut revenir en arrière. Donc c'est essayer de faire croire que tout retour en arrière est désormais impossible. Ce sont, dans le roman, Pierre Ducrozet prête à Parker Rice plusieurs discours, et donc les thèmes que je viens de développer, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans le discours de Parker Rice. La première fois qu'on voit Parker Rice dans le roman, il intervient lors d'un colloque et il tient un grand discours donc, où il défend donc, les thèses que je viens donc, de développer ici. Enfin, le programme, quel est le programme de ces transhumanistes, quel est le projet de ces transhumanistes. Le projet, c'est de changer l'homme. Le marxisme voulait changer le monde, les transhumanistes veulent changer l'espèce humaine. Donc d'abord changer l'homme, et une fois qu'on aura changé l'homme, on pourra changer le monde, on pourra améliorer le monde, mais cela viendra donc après la transformation donc de l'espèce. Le lieu où cela se passe dans le roman est caractéristique. Il s'appelle le cube, donc forme mathématique. Dans ce cube de Parker Rice, tout est blanc, depuis les murs jusqu'au sol, en passant par les stylos et le gravier, tout est blanc. Donc on est dans un univers totalement aride, innocent, pur, de tout poids de réalité. Le roman a commencé par évoquer le Mexique, et le Mexique est évoqué comme rempli de couleurs. Donc là, on est dans le réel. Le réel, c'est la couleur. Et donc le monde transhumaniste, c'est le blanc. C'est l'absence de couleurs. Ce programme transhumaniste, c'est un programme qui se fonde sur la croyance au solutionnisme. Il y a solution pour tout. Tous les problèmes peuvent se régler par la technique. Tout ce qui va mal dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de technique. Donc les transhumanistes renversent le raisonnement. Nous pensons que les problèmes de l'environnement viennent de l'abus de la technique, pas les transhumanistes. Les transhumanistes pensent que les problèmes de l'environnement viennent de ce qu'il n'y a pas suffisamment de technique pour régler ces problèmes. On réglera les problèmes de l'environnement quand il y aura plus de technique. Donc il y a des solutions donc pour tout. On peut arriver donc à cette espèce donc supérieure et à ce monde qui pourra être changé par cette espèce supérieure, donc grâce à la technique. Ce programme transhumaniste s'exprime dans le roman par les scènes d'action.
Par exemple, la manière dont est recruté Alvaro, quand Parker Rice cherche des cobayes, bon, il a l'argent dans la poche pour trouver tous les cobayes qu'il veut. Adèle refuse de venir de France plusieurs fois quand Parker Rice veut la faire venir au Cube. Et finalement, elle se résout à partir aux États-Unis et à travailler pour Parker Rice. Donc il a les moyens de réunir les gens qu'il veut réunir. Donc ça, ce sont des scènes d'action. Et puis il y a les scènes de dialogue ou les scènes de discours où l'on voit donc deux personnages discuter ou un personnage se lancer dans un grand discours et défendre donc les idées transhumanistes. Donc, il s'agit d'effectuer donc dans ce programme une révolution donc de l'homme. La première apparition du personnage de Parker Rice dans le roman est essentielle. Ce sont ses premiers mots lors d'un discours qu'il fait lors d'une conférence à Los Angeles. Je cite, « L'homme n'en est qu'au début, il est une esquisse de lui-même. » Et quelques lignes après, Parker Rice évoque la nouvelle révolution en cours, qui est celle de l'homme même. Donc, le roman essaie de corriger l'idée que nous avons habituellement, le stéréotype que nous avons habituellement des GAFA. Nous pensons que c'est des boîtes de fric, ils ne cherchent qu'à faire de l'argent. Ce que montre Pierre Ducrozet, c'est que l'argent, en réalité, ce n'est pas le but suprême, c'est le moyen de faire avancer des projets qui vont beaucoup plus loin que le projet de gagner du fric. Et donc il y a là le renversement d'une espèce de stéréotype sur les GAFA. C'est modifier le cours de l'espèce grâce à l'argent. C'est ça le véritable projet, et pas gagner de l'argent en soi. Même si, naturellement, les transhumanistes manipulent des sommes phénoménales, mais ça n'est pas l'objectif. Le transhumanisme pose les problèmes de l'évolution de l'homme en termes de possibilités infinies, et en cela, beaucoup de transhumanistes se présentent comme les successeurs des philosophes, de certains philosophes du XVIIIe siècle, en particulier de Condorcet, qui avaient parlé de la perfectibilité infinie de l'espèce humaine, et donc les transhumanistes prétendent être totalement dans cette perspective-là. Ils poussent aussi loin qu'ils le peuvent la perfection à laquelle peut arriver donc l'espèce humaine. Et donc c'est quelque chose dont vous voyez l'importance transgressive, ça renverse, ça transgresse toutes les religions du salut, toutes les religions du salut qui sont fondées sur la mort, et le paradis c'est après la mort, donc là on supprime la mort. Donc toutes les religions du salut sont balayées, et ça balaye toutes les philosophies traditionnelles, toutes les philosophies humanistes traditionnelles, du genre Montaigne, que philosopher c'est apprendre à mourir, tu parles, donc on supprime la mort. Donc la mort, par exemple, en particulier, apparaît comme une fatalité dont on peut se débarrasser grâce donc à cette avancée vers une perfection accrue donc de l'espèce humaine. Donc on est là en présence chez les transhumanistes d'un nouveau grand récit, d'où le côté fascinant des transhumanistes et le côté attrayant pour l'opinion publique, pour les médias. C'est un grand récit qui fait envie, supprimer la mort, aller vers une espèce humaine plus aboutie, etc., améliorée. Donc cela, naturellement, fait envie. D'autant que les moyens mis à disposition font croire à la possibilité. Cette fois-ci, ça n'est plus pour de rire, ça n'est plus comme les récits dans la science-fiction. Ça devient possible donc grâce aux moyens mis en œuvre. Alors, ce programme, donc, c'est le programme de l'homme amélioré ou augmenté. La condition humaine donc sera radicalement changée grâce à la convergence de ces technologies de pointe. On va faire sauter toutes les limitations de la condition humaine par ces moyens. Le corps sera augmenté par tous les moyens.
par les drogues, par les manipulations génétiques, par l'hybridation du corps avec les machines, par, à un peu plus long terme, c'est l'idée de Kurzweil, de décharger la matière cérébrale humaine sur un disque dur. Donc, ça, on va vers l'intelligence artificielle. Donc, le corps humain apparaît véritablement comme la nouvelle frontière à conquérir. C'est la nouvelle frontière qu'il faut, vers laquelle donc il faut aller à coups de drogue, de prothèses, d'implants, de machines, etc. C'est une conception qui fait sauter la distinction traditionnelle en médecine entre la fonction thérapeutique et la fonction méliorative ou augmentative. La médecine est fondée normalement sur la fonction thérapeutique. On soigne l'organe malade, on soigne la maladie qui s'est déclarée. Mais avec le transhumanisme, donc, on veut aller beaucoup plus loin et supprimer la maladie avant que la maladie ne se déclare. Et donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui avec le séquençage de l'ADN et le couper-coller. On peut couper dans l'ADN les parties dangereuses potentiellement sur lesquelles qui vont développer potentiellement une maladie grave. On coupe la séquence et on empêche la maladie de se déclarer. Donc là, on n'est plus dans le thérapeutique, on est dans le mélioratif. On améliore l'espèce humaine. Et donc, on est là dans une perspective donc, qui fait sauter donc, toutes les limitations existantes donc, jusque-là. La perspective méliorative, elle est présente dans le texte avec l'œil de Parker Hayes. Donc, quand il se fait remplacer son œil crevé par une prothèse, bon là, on est dans le thérapeutique, mais il trouve que cette prothèse marche tellement bien qu'il se dit, je vais me faire enlever mon œil naturel pour me faire mettre donc un œil prothétique. Alors, ça vous fait rire et vous vous dites, bon, ça c'est une bêtise, enfin bon, le romancier s'amuse. Eh bien non, il y a un projet d'une start-up italienne qui s'appelle Eye, qui vise à réaliser cela, pas dans 100 ans, en 2027. Donc vous voyez que c'est tout près. Et donc le grand projet des transhumanistes sur ce plan, ils l'expriment dans leur slogan « de la chance au choix », il faut aller contre la nature. La nature, on la subit. Quand on a une ADN qui comporte des séquences mauvaises, on la subit. Mais on peut faire le choix de couper ces séquences mauvaises, et donc on passe du subi à l'actif. On agit contre, on a le choix de le faire. Alors ce choix, ça n'est pas une obligation. Les transhumanistes disent le fera cela qui veut, ça n'est pas obligatoire, mais c'est un choix. On pourra le faire, c'est le choix que font donc les transhumanistes. Corriger donc la très injuste loterie naturelle. Donc c'est quelque chose qui va loin parce que ça supprime la sacralisation de la nature. La nature pour nous c'est l'authentique, c'est ce qui est sacré. L'artificiel c'est ce qui est négatif. Là c'est l'inverse. C'est l'artificiel qui devient supérieur à la nature. Donc on voit comment les perspectives sont complètement bouleversées par ces projets transhumanistes. Cela va si loin qu'on envisage, c'est le cas de Lindai. Lindai, c'est un jeune hacker qui est garçon à l'origine, mais qui n'accepte pas son assignation à son genre de garçon, et il change de genre, il devient une fille. Donc on n'est plus assigné à son genre, on peut changer donc de genre. Donc c'est ce genre de dépassement du naturel, de ce qui est subi par le choix. On peut faire le choix que l'on veut.
Et donc, le problème se pose en particulier, naturellement, pour la mort, hein, la mort de la mort. Hein, c'est le titre d'un best-seller d'un médecin français qui s'appelle Laurent Alexandre, hein, qui a écrit donc ce bouquin qui s'appelle La mort de la mort. Et donc, la problématique de l'augmentation, hein, de l'espèce en arrive naturellement à vouloir éliminer ce qui constitue la limite par excellence de la nature humaine, qui est la finitude. Hein. La maladie, la vieillesse d'abord, qu'on considère comme une maladie, et puis la mort, donc qu'il faut supprimer. Lors de sa première apparition dans le roman, Parker Rice porte donc ce t-shirt dont je parlais tout à l'heure, sur lequel on peut lire « I don't want to die hein, »,« Je ne veux pas mourir ». Donc le roman développe donc chez lui toute une obsession de la mort qui est calquée sur l'obsession de la mort de Peter Thiel, dont il parle lui-même. Hein. Dans le roman, donc il est question d'une scène d'enfance où le jeune Parker Rice joue sur un tapis de peau de vache et brusquement il prend conscience que cette peau de vache, ça a été une vache, hein, et que la mort existe. Hein, et donc à partir de là, il veut lutter pour supprimer donc cette mort par laquelle il est hanté. Et quand il va à l'université, à Stanford, il parcourt toute la bibliothèque de Stanford pour trouver les livres qui parlent de ces expériences par lesquelles on peut lutter contre la mort, par exemple par la transfusion sanguine de jeunes gens. Et donc Parker Rice lui-même parle de ces transfusions qu'on a testées sur des souris et qu'on envisage effectivement sur les hommes. Et donc il s'agit de considérer la mort non plus comme une nécessité de la nature humaine, quelque chose qui est lié par nature au vivant. La mort, c'est une idéologie. Elle n'existe que parce que j'y crois et que je l'accepte. Mais je peux ne plus y croire et vouloir y renoncer, vouloir la supprimer. Il faut absolument maintenant considérer que le corps, c'est une machine, c'est un moteur de voiture dont il faut faire la maintenance. On peut changer successivement tous les organes que l'on veut et l'on parviendra donc à maintenir ce corps en vie donc à l'infini. Laurent Alexandre, dans son livre, prétend que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà parmi nous. Il est déjà né, dit Laurent Alexandre. Donc la mort, c'est un problème technique à résoudre, hein, tout simplement, et cela est présenté donc comme tout à fait proche. Bon, en attendant d'avoir résolu le problème, les transhumanistes envisagent l'action qu'ils appellent la cryonisation des corps ou la cryonie des corps, qui consiste donc à se faire mettre après sa mort, tout de suite après sa mort, il faut que ce soit rapide, dans de l'azote liquide. Alors le corps entier, si vous êtes très riche, la tête que l'on coupe seulement, c'est un peu moins cher. Hein. Donc dans des centres, il y a 3 centres de cryonisation qui existent aux États-Unis et 1 en Russie. Et donc Parker Rice, dans le roman, comme Peter Thiel dans la réalité, on le voit dans le roman, signer un contrat avec une entreprise de cryonisation, donc en attendant. Et donc, lorsque l'on aura trouvé le moyen de faire décongeler donc la tête ou le corps, eh bien, on reviendra donc à la vie. Donc, c'est une solution d'attente. Il y a un roman qui vient d'être écrit par l'auteur américain qui s'appelle Don DeLillo, qui s'appelle 0K, la lettre K. 0K, ça a été publié l'année dernière, c'est le nom d'un centre précisément de cryonisation des corps, donc des États-Unis. Enfin, pour en terminer avec ce programme, c'est une idéologie, le transhumanisme, qui est fondée sur un certain nombre de valeurs dans ce qui est la version hard du transhumanisme que représentent les GAFA. Il y a des versions soft du transhumanisme, c'est la version par exemple de la société transhumaniste française Technoprog,
qui tient un discours très soft sur le transhumanisme, mais les GAFA représentent le discours hard du transhumanisme, et donc là on est dans un libertarisme très dur, dans l'affirmation de valeurs très fortes. C'est toute la transgression de toutes les limites est possible pour parvenir à réaliser le projet. Rien n'est sacré, on peut aller à l'encontre de la nature humaine autant qu'on le veut. Et donc, le transhumanisme, c'est une idéologie qui valorise l'individu. Pour reprendre l'expression de Régis Debray, c'est un tout à l'ego. L'individu est au centre de tout et peut tout. Sur le t-shirt de Parker Rice, on a tendance à l'oublier parce qu'on s'accroche à « je ne veux pas mourir », mais en deux formules, j'aime Nirvana et je ne veux pas mourir, il y a deux fois le même petit mot « I » en anglais qui revient, qui est le « je ». Tout est dit. Le transhumanisme, c'est le je. C'est l'individu, donc au cœur de tout, la volonté de l'individu, au cœur de tout, la liberté de l'individu de tout faire, de tout pouvoir, rien ne doit l'arrêter, aucune limite ne doit l'arrêter. Il y a chez les transhumanismes un mépris total de toutes les conséquences sociales, morales, politiques, etc., de leur idéologie. Vivre 1000 ans, bon, la Sécu, je sais qu'est-ce qu'elle va faire. Mais ça n'est pas le problème des transhumanistes. Le problème n'intéresse pas le transhumanisme. Donc, il y a une volonté donc, de mettre l'individu, aucune limite pour l'individu, aucune loi ne doit empêcher l'individu de résister, avec toutes les conséquences qu'on imagine du côté de la création des inégalités entre ceux qui pourront payer toutes ces entreprises et ceux qui ne le pourront pas, ces humanités à diverses vitesses, mais ce n'est pas le problème des transhumanistes qui disent que tout cela se réglera au fur et à mesure que la technique avancera. Deuxième valeur, c'est l'action. Le transhumanisme, c'est une idéologie de l'action. C'est l'idéologie de la start-up, qu'on trouve maintenant partout, qu'on connaît, nous, fondée sur les risques, contre le principe de précaution. Il n'y a rien de pire que le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un principe catastrophique, mortel. Le temps qu'on ne lutte pas contre la mort en prenant des risques, des millions de personnes continuent à mourir. Donc, il vaut mieux faire des expériences sur des cobayes, même si certaines de ces expériences manquent et si ces cobayes meurent, parce qu'on avance vers la réalisation du projet. Et donc les transhumanistes posent le principe de ce qu'ils appellent de la proaction, au lieu du principe de précaution. On peut prendre tous les risques. C'est ce qu'on appelle aussi la culture moonshot, la culture alunissage. L'alunissage, envoyer un homme sur la Lune, c'est fantastique, c'est une entreprise fantastique pour laquelle on a pris tous les risques. Mais c'est dans cette culture-là qu'il faut être, la culture des risques, la culture des risques acceptés. Bon, c'est ainsi que quand Parker Rice propose la transplantation du foie à Alvaro, il lui dit « aucun risque, aucun problème, en une journée c'est plié ». Donc il n'y a eu aucune expérimentation animale, rien du tout. Donc il fait la transplantation directe, les risques sont pris, assumés, c'est l'idéologie transhumaniste donc, de l'action. Et en cela, donc, l'esprit américain se distingue de l'esprit européen. Ça n'est pas par hasard que l'une des adversaires du transhumanisme, même si elle travaille pour Parker Rice un moment, Adèle Cara va se révolter contre cette idéologie, elle est française, elle vient d'Europe, parce qu'en Amérique, on est du côté majoritairement de ce transhumanisme et de cette culture du risque américain. Et enfin, dernière valeur,
qui découle de ce que je viens de dire, c'est le contre l'État. Il faut absolument réduire la capacité d'action de l'État, la capacité de législation de l'État à quasi rien. L'État, ça n'est qu'une gêne pour les projets transhumanistes, ce n'est qu'un frein, et c'est pourquoi donc les transhumanistes envisagent la construction de ces îles artificielles en extraterritorialité, où ils seront en zone autonome, sans loi. Ils feront ce qu'ils voudront sur ces espaces, donc aucune entrave, aucune loi, aucune valeur ne les empêchera donc de réaliser leurs projets. Peter Thiel, donc le modèle de Parker Rice, a déclaré récemment « La liberté n'est pas compatible avec la démocratie ». Voilà, alors, deuxième lecture, c'est l'inauguration de l'île transhumaniste par Parker Rice. Cette île, donc, qui l'inaugure, va bientôt sauter donc, sous l'action de ces hackers, donc, type Anonymous, qui vont faire exploser l'île et qui vont la faire s'engloutir donc, dans la mer. Tout est prêt. Parker mange des cookies au chocolat blanc dans les loges. On va y aller dans 5 minutes. Il a enfilé sa première chemise blanche depuis 15 ans. Il s'approche de l'estrade. Le parterre est plein. Derrière lui, sur l'écran, une visite animée des différents bâtiments. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au XXIe siècle. Il fait passer sa main gauche dans la droite. Bonjour à tous sur l'île Blue Sky. C'est un grand jour. Notre utopie a enfin trouvé un lieu où s'incarner. Ici, sur Blue Sky, vous pourrez tenter tout ce qu'il est possible de tenter. Nous repousserons ensemble les limites. Ici, nous inventerons l'homme de demain. Il reconnaît les visages, il sourit à Larry Page, reprend son souffle et, comme vous le savez, j'ai été victime il y a maintenant 5 mois d'une agression qui a failli me coûter la vie. Je suis heureux d'être passé par là. Ce qui ne nous tue pas, etc. L'œil que j'ai perdu était un de ces vieux restes d'une civilisation en déroute. Je n'en avais plus l'utilité. Mon équipe de chirurgiens l'a remplacé par un œil augmenté. J'ai à présent une vision supérieure à celle d'un aigle. Je vois à 300 mètres un oiseau dans le ciel. Vous voyez cet écriteau là-bas, tout au fond de la salle? Je peux lire « Inauguration de la salle Steve Jobs, mercredi 6 janvier 2016, 18h30 ». Je ne compte bien sûr pas m'arrêter là. Je vais changer le deuxième œil, puis je ferai de même avec mon cœur, qui sera une machine de guerre prête à supporter mes coups de sang pendant 200 ans. Le visage de Parker Hayes s'étire et se fige dans ce qui doit bien être un sourire. L'homme que nous modèlerons ici courra plus vite, entendra mieux, fera infiniment mieux l'amour, comprendra la physique quantique. Son cerveau cavalera à 2 millions de mégabits par seconde. Sa mémoire dépassera sa propre histoire pour embrasser celle de l'homme. On ne pourrait arriver à de telles hauteurs métaphysiques sur la terre ferme. Les lois nous empêcheraient. Comme elles vous interdiraient, Larry Page et Sergey Brin, de numériser la connaissance universelle. Comme elles interdisaient à Mark Zuckerberg d'utiliser des données personnelles et d'établir des liens entre adultes consentants. À Travis Kalanick de libéraliser la licence des taxis. À Elon Musk
de récupérer des fusées russes pour créer sa propre compagnie de vol spatial, et ainsi de suite. Vous avez tous dû contourner des obstacles, dépasser la loi existante pour imposer votre volonté et votre vision, comme ont dû le faire tous les grands révolutionnaires, de Napoléon à Lincoln. L'histoire dont vous avez modifié le cours vous a donné raison. Larry et Marc sourient. Ça fait toujours plaisir. Nous avons par ailleurs rapatrié ici, dans un grand entrepôt, les milliards de données personnelles des usagers de Google, avec l'accord de ses dirigeants ici présents, pour pouvoir développer des programmes médicaux d'urgence et lutter, grâce à ces statistiques, contre les maladies les plus développées au monde. Celles, dit Parker en se tournant vers la caméra, l'index pointé, celles dont vous souffrez. Applaudissements. Voici donc notre île. Elle n'appartient à aucun État, à aucune caste, à aucun homme. Elle appartient au futur. Vous y êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. L'audience se lève. J'en arrive donc à mon troisième point, donc la lutte contre le transhumanisme, l'engagement contre le transhumanisme pris en compte par le roman. Donc il y a dans le roman une critique de l'idéologie du transhumanisme qu'on peut lire chez le narrateur lui-même, reflet ici de l'auteur, ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est le cas, est porté surtout par les personnages. Ce sont les personnages mis en scène par le roman qui deviennent donc les détracteurs du transhumanisme, qui portent les idées donc de révolte contre le transhumanisme. Donc constitue il y a un camp opposé en quelque sorte au transhumanisme qui est formé autour de Werner Fehrenbach par tous ces jeunes hackers qui représentent donc les valeurs opposées donc à ces transhumanistes. Alors, ces personnages donc s'organisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, en deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont du côté de l'informatique et du numérique, et ceux qui sont du côté de la médecine, de la génétique. Et donc, la critique du transhumanisme se fait par ces deux bords. Alors, du côté de l'informatique, c'est Werner Fehrenbach qui est porteur de cette critique. Werner Fehrenbach, présenté dans le roman, c'est un personnage fictif. Bon, on peut lui retrouver des modèles dans la réalité, mais c'est un personnage fictif. Il est présenté dans le roman comme une sorte de gourou des débuts de l'ordinateur, des débuts de l'informatique. Et la thèse qui est développée dans le roman, qui est une thèse développée dans beaucoup de livres critiques sur les débuts de l'informatique. On trouve cela, par exemple, chez des auteurs comme Stewart Brand ou Timothy Leary. C'est l'idée que la révolution informatique est sortie de la culture hippie des années 60-70. Tous les jeunes informaticiens, les inventeurs, c'est le cas de Werner Fehrenbach, étaient des hippies. Et de manière paradoxale, c'était des gens qui expérimentaient donc de nouvelles manières de vivre dans les communautés, avec de nouveaux types de relations entre individus. Ce sont des gens qui expérimentaient la drogue, en particulier le LSD et la mescaline. Et ce sont des gens donc qui ont découvert les limites de l'esprit humain. Les tripes de LSD montraient, avec ces délires dans lesquels ils vivaient, montraient que l'esprit humain pouvait franchir allègrement beaucoup de frontières, découvrir des domaines absolument extraordinaires par le moyen de ces drogues. Et donc, c'est de là qu'est sortie donc la révolution informatique qui a été à ses débuts une manière de rompre avec la société, avec le matérialisme de la société, de rompre avec les limites de la réalité, avec la raison, pour aller donc vers de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières de vivre avec les autres, de nouvelles manières de s'éclater, etc.
Et c'est comme cela qu'est apparue cette idée qu'il y avait moyen de vivre de manière totale des relations non seulement avec autrui, mais avec le monde, dans une espèce de fusion avec le monde. Et c'est là l'idée de base de l'Internet où la toile, c'est la circulation des idées, c'est l'appropriation par tout le monde des savoirs, etc. Donc c'était cela l'origine, les valeurs d'origine du net. Donc ce sont ces valeurs qui sont représentées par Werner Fehrenbach. Werner Fehrenbach, il anime un espace qui est le contraire du cube, qui s'appelle le Noise Bridge, où se réunissent tous les jeunes hackers, les start-upers, etc., qui bouillonnent sans arrêt, qui sont dans l'effervescence complète, et qui créent sans arrêt donc des start-up qui inventent, etc., de manière totalement libre, quoi. C'est une expression totale donc de l'acquisition libre des savoirs et de la mise en circulation libre des savoirs. Et ce qu'ont fait les GAFA, c'est de faire basculer cette liberté dans la contrainte, dans la domination, d'avoir fait de l'Internet un instrument de domination mondiale. Et donc, les GAFA sont représentés comme une trahison des valeurs d'origine de l'informatique. Je rappelle que le fondateur d'Apple, Jobs, était un hippie. Donc il rentre complètement dans cette histoire-là, des débuts de l'informatique, des valeurs de liberté, de circulation, des origines qui ont été trahies par ce qu'on en fait les GAFA. Francis, dans le troisième passage qu'il lira un dialogue entre Werner Fehrenbach et Peter Hayes, où vous verrez comment Werner Fehrenbach reproche à Parker Hayes d'avoir fait de la merde, comme il le dit, avec ses projets extraordinaires qui fondaient l'origine de l'Internet. L'autre technique qui va fournir la critique, c'est la science génétique, et donc c'est Adele qui va représenter cela. Donc Adele a refusé de venir travailler au Cube plusieurs fois parce qu'elle avait une image extrêmement négative des GAFA. Elle disait, je cite, « C'est une bande de dingues qui ont envahi tous les domaines scientifiques et technologiques, une secte maquillés en pensée libre et transversale, des fanatiques de la pureté qui rêvent d'immortalité, de cerveaux téléchargés sur des disques durs et d'humains sans corps. » Et donc elle cède finalement à l'appel de Parker Hayes, d'abord par curiosité et ensuite parce qu'il lui fournit des moyens extraordinaires pour faire ses recherches. Et donc elle vient travailler pour cela, mais elle rompra avec Parker Hayes en s'enfuyant avec Alvaro du Cube. Et donc, elle est porteuse dans le roman de toute une critique de la science génétique, de l'objectif transhumaniste de changer la nature humaine et en particulier de parvenir à tuer la mort. On la voit dire, par exemple, « On n'est pas là pour créer des hommes ou des machines. Pour elle, ça n'est que mauvais film de science-fiction. Votre désir de pureté et d'immortalité, lui, vous éloigne de l'humanité. » Et donc, pour elle, le programme transhumaniste, c'est une démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, qui fait sortir l'homme de l'humain. On sort de la dimension humaine pour entrer dans quelque chose de totalement autre, de totalement artificiel. Il y a pour elle, chez les transhumanistes, une fascination dangereuse pour le surhomme, transgression de l'humain pour le surhomme. Et de plus, elle juge tout cela non seulement fou dans le projet, mais impossible à réaliser. Et il y a chez elle donc le développement de thèses qu'on trouve très souvent chez les scientifiques généticiens, c'est l'idée que cette manière qu'ont les transhumanistes d'artificialiser le corps, d'instrumentaliser le corps,
d'en faire un moteur d'automobile, ça n'a pas de sens, parce que ça n'est pas en changeant toutes les pièces qu'on pourra faire fonctionner la voiture, parce que le plus important, ce sont les relations entre tous les éléments qui composent le corps. Et donc, ce n'est pas en changeant successivement tous les organes qu'on parviendra à vaincre la mort, parce que tous ces organes sont en relation les uns avec les autres et qu'il est impossible, c'est un projet impossible, selon elle, à réaliser. Je lisais récemment le livre de Jacques Testard, celui que l'on appelle le père du premier bébé éprouvette, qui a écrit un livre qui vient de publier il y a quelques semaines, un livre qui s'appelle « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes », où il développe donc exactement ces idées, à savoir donc que les transhumanistes sont des apprentis sorciers au discours totalement sans valeur, c'est la charlatanerie, c'est une idéologie contre nature, des discours vains, etc. Il accuse donc les transhumanistes de refuser la condition ontologique des êtres humains fondée sur la fragilité et la finitude, sur des relations de coopération et sur un rapport vivable avec la nature. Donc, Adèle est porteuse donc, de toutes ces critiques donc, de la science génétique. Refusant ces valeurs transhumanistes, le roman développe un certain nombre de valeurs positives, qui sont présentées comme les valeurs donc, de l'humain, les vraies valeurs qui fondent l'humanité. Là aussi, Pierre du Crozet s'appuie sur des révoltes et sur des valeurs réelles de lutte contre les GAFA. Je pense par exemple aux Anonymous dont il est question dans le texte, collectif activiste que j'évoquais tout à l'heure, qui, après avoir réalisé des actions d'éclat contre l'Église de Scientologie, s'en est pris à des États dictatoriaux ou à certaines grandes institutions américaines, et qui signe donc du masque ricanant de Guy Fawkes. Guy Fawkes, c'est le héros de ce que l'on appelait la conspiration des poudres en Angleterre en 1605, et c'est un personnage devenu légendaire de celui qui se sacrifie pour la cause. Et donc les Anonymous apparaissent comme une petite secte porteuse de valeurs positives, luttant contre donc le mal, luttant contre les transhumanistes. Il est question également dans le texte de Aaron Swartz, ce jeune homme de 23 ans qui est une espèce de martyr de la cause Internet. Il s'est suicidé juste avant son procès en 2013. Il avait téléchargé illégalement des millions d'articles scientifiques pour les diffuser gratuitement alors qu'ils étaient payants. Et donc il a été accusé en justice et il s'est suicidé donc la veille de son procès. On pense également à Lindai dans le roman, qui est inspiré d'un personnage réel qui est une espèce d'ovni du net, qui s'appelle aujourd'hui Audrey Tang, qui est aujourd'hui la ministre du numérique de Taïwan depuis 2015, transgenre, elle était garçon devenu fille, devenue aujourd'hui ministre, et donc c'est une espèce de génie, une espèce de Rimbaud du code, de Rimbaud de la programmation, de la création des codes, créatrice de start-up comme elle respire, etc. Et donc elle est représentée, elle aussi, même si elle a ce gros défaut de vouloir travailler sur le cerveau, ce qui va la mener à sa perte, elle a ce côté positif donc d'expression d'une créativité sans limite, d'une liberté absolument extraordinaire. Et donc là, ça représente là aussi donc les valeurs donc de l'origine. Bon, ces valeurs, donc, ce sont les valeurs qu'on retrouve dans les valeurs de l'Internet de l'origine, comme je le disais tout à l'heure, et le roman développe les valeurs humaines vers lesquelles il appelle à revenir. Et donc la fin du roman est extrêmement importante dans le texte, où l'on voit affirmer une sorte d'art de vivre, de bonheur de vivre, de réalisation de l'humain. Les transhumanistes veulent
sortir de l'humain, changer l'humain. Eh bien, le texte, dans sa fin, est une espèce de réancrage, de réenracinement dans l'humain à travers des valeurs fondamentales. La valeur de la lenteur, alors que les transhumanistes sont dans l'urgence perpétuelle. Il faut aller vite, trouver les solutions rapidement, etc. Alvaro et Adèle voyagent, profitent de leur temps, jouissent de la nature, jouissent de leur sexualité, ils redécouvrent le temps, la lenteur, l'existence dans la lenteur du temps. Deuxième valeur humaine, c'est la nature. Le transhumanisme est essentiellement urbain. C'est la Silicon Valley, c'est San Francisco. Et dans leur fuite, Alvaro et Adèle redécouvrent la relation sensuelle avec le monde, avec en particulier la forêt et avec l'île. La forêt, on la voit 2 fois dans le texte, lors de l'escapade d'Adèle et Alvaro, et d'autre part, lorsque la petite bande des hackers vont faire sauter l'île, ils se rassemblent dans une petite maison dans la forêt près de Vancouver. Donc la forêt, c'est une espèce de valeur symbolique de la nature. Et puis l'autre valeur, c'est l'île, où à la fin du roman, Alvaro et Adèle vont vivre un moment avant de revenir, dit le texte, parmi les hommes. Donc jouir de la beauté du monde, la possibilité d'une île, pour reprendre le titre de Houellebecq. Ce qui ne les empêche pas d'être connectés par la Wi-Fi. Ce n'est pas une rupture avec le monde. Et la troisième valeur fondamentale pour le roman, vu son titre, c'est le corps. Tout le roman démontre comment les transhumanistes veulent se débarrasser de l'enveloppe charnelle, qui est considérée comme mauvaise parce que périssable. Le roman, lui, montre une véritable renaissance d'Alvaro et d'Adèle à leur corps, à la fois dans les relations sexuelles et dans les relations avec le monde. C'est la jouissance du corps, le plaisir du corps, le corps dans son animalité et non pas dans son artificialité qui est celle du transhumanisme. Donc la nature s'oppose donc à l'artifice des transhumanistes. C'est l'être opposé à l'avoir. Le voyage effectué par Adèle et Alvaro, c'est un voyage léger. Ils n'ont rien dans leur valise. Ils ont tout mis dans leur valise. Il n'y avait pas grand-chose à vrai dire. Et donc, ils vivent l'être et non pas l'avoir. L'être vaut mieux que l'avoir. Donc, on retrouve les valeurs hippies. Ce sont les valeurs donc de l'origine de ce moment de la contre-culture californienne des années 60-70, auquel donc le roman revient à la fin. Alors tout cela se passe, tout cela ne fait pas du roman pour autant un roman à thèse, ça n'est pas la lutte du bien contre le mal, et c'est ce qui fait pour moi la grandeur de ce roman. Il n'y a pas d'un côté les méchants transhumanistes, de l'autre les gentils hackers qui luttent contre. Il y a des parts d'ombre de part et d'autre. Les transhumanistes, par les recherches qu'ils font, etc., font en même temps du thérapeutique, en même temps qu'ils élucubrent du côté du téléchargement du cerveau, etc. Ils permettent de guérir certaines maladies. Donc on ne peut pas condamner d'une manière brutale. Et on peut penser que cette limite entre la médecine thérapeutique et la médecine prédictive, elle va s'écrouler forcément. Personne n'acceptera plus, si on peut agir pour empêcher une maladie de se déclarer, de ne pas le faire. Ça se fera, et assez rapidement. Et donc, ça, ce sont des choses qu'on peut porter au crédit, ce qui n'enlève pas tous les périls que cela cause. Les bébés, selon le modèle voulu par les parents, etc., tout ça deviendra possible. Donc, à partir de là, comment on fait, comment les États
sont capables de régler par des lois tout cela, on entre dans des problèmes extrêmement compliqués. Donc, en tout cas, il y a donc une présentation négative des transhumanismes, mais en même temps donc des parts de lumière. Et de l'autre côté, chez les hackers, il y a donc toute une positivité de ces valeurs que je viens d'évoquer, mais il y a aussi des dérives possibles, et ces dérives possibles sont représentées en particulier par le personnage de Lindai, que Werner Fehrenbach met en garde contre les études qu'il est en train de faire sur le cerveau. Il n'entend rien, il est complètement grisé par ses études, et il finit par se brûler le cerveau, partir en fumée. Et donc, il représente le danger de ces hackers. Ces hackers représentent une espèce de forme de prométhéisme. Ce sont des personnages qui ont une certaine forme de sentiment de puissance par ce qu'ils font, avec tous les risques liés donc à cela. Mais tout reste à décider. C'est cela qui est formidable dans le roman. La dernière phrase du roman, c'est « Leur siècle », donc le siècle d'Alvaro et Adèle, « leur siècle peut commencer ». Le roman se termine par l'évocation paradoxale d'un commencement, ce qui est une manière pour Pierre du Crozet de dire il n'y a aucune fatalité, rien n'est joué, contrairement à ce que prétendent les transhumanistes qui prétendent que tout le train est lancé et qu'on ne l'arrêtera plus. Tout reste possible, tout peut encore être fait, et il y a des dangers, il y a des possibilités, il s'agit de traiter tous ces problèmes, on n'y échappera pas, parce que les transhumanistes ne renonceront pas. La scène de l'inauguration de l'île, la dernière plutôt apparition de Parker Rice dans le roman, le présente en train de dire ils sont coriaces en face, mais je le suis aussi. C'est-à-dire que rien n'est réglé. L'île vient de partir en fumée, mais il recommencera. Donc il est toujours là. Donc la lutte continue, tout reste à faire, tout reste ouvert. C'est sur cette ouverture donc, que se termine le roman. Donc dernière lecture, donc c'est ce dialogue entre Werner Fehrenbach et Parker Rice, dans lequel Werner Fehrenbach accuse Parker Rice d'avoir complètement trahi les valeurs donc d'origine du net. Un jour de mai 2010, lors d'un congrès autour des nouveaux mouvements à l'œuvre sur le réseau, Werner Fehrenbach rencontre Peter Hayes, un jeune type à l'œil d'albatros et au physique de jeune premier qu'il connaît bien de nom. Des années plus tôt, Parker a créé Cashflow, un système de paiement en ligne à la fois libertaire et libéral. Werner avait trouvé le principe détestable et la technique admirable. Ils vont boire un verre. Jus de carotte pour Parker. Whisky japonais Suntory Hibiki pour Werner. En remuant son liquide clair, ce dernier écoute la voix métallique de son interlocuteur. Ils ne sont d'accord sur rien. Mais Parker pourrait être son fils. Un fils spirituel qui aurait mal tourné, d'une ambition et d'une intelligence féroce qui l'émeuvent et le dégoûtent vaguement. Étonnamment, il se prend d'affection pour lui. « Tu as tout pour toi », dit Werner en posant tout à coup sa main sur l'épaule de Parker. « Tu pourrais faire des grandes choses. Et pourtant, tu ne fais que de la merde. Je ne me l'explique pas vraiment. » Ils sont assis à la terrasse d'un restaurant italien sur les hauteurs d'Eddy Street, dans le quartier de Fillmore. « Eh, ça va, l'ancien combattant ? Je comprends, hein. La partie est passée pour toi. Tu l'as perdue, tu t'ennuies. » « Je ne suis pas si sûr d'avoir perdu la partie, Parker. Apparemment, oui. Les gars comme toi dominent le monde. Et avec vous, le polissage des formes, le contrôle, la domination sociale et politique. Tout ce pour quoi j'ai lutté,
cette communauté libre où la pensée se construirait collectivement, où tout serait accessible, mais où l'intime demeurerait hors d'atteinte, tout cela est mort. Ce qui a gagné, c'est le bleu pâle de Facebook, un déroulé débectant de dégueulis personnels, de plaintes, de chats faisant du skate, d'opinions imbéciles sur tout et n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord, Werner. Tu me mets dans un sac dont je ne fais pas partie. Certes, j'ai participé au lancement de Facebook et j'ai gagné du fric avec ça, mais je ne cautionne pas cet affaissement des choses. Moi, je pensais conquête de l'espace, homme bionique, île flottante dans les airs, pas les 140 signes de Twitter qui font office de pensée. C'est peut-être ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plutôt l'impression que tu continues ta petite vie d'entrepreneur pépère. Je participe au débat d'idées, je finance toutes les semaines des projets formidables. Je n'arrête pas, Werner, c'est plutôt toi qui fatigue. Et fais passer ton couteau dans la chair tendre du lapin. J'aime bien venir manger avec toi, dit Parker. Tu es un homme que j'apprécie et de bonne compagnie à table. Mais parfois, qu'est-ce que t'es chiant. Tu vois bien ce que je veux dire. Tu es républicain et multimilliardaire. T'es pas vraiment le Che de la vallée. Werner, j'utilise le fric que j'ai gagné pour essayer de créer un espace hors des États. Une monnaie que les citoyens pourraient utiliser librement. Pour changer l'homme, l'envoyer sur Mars. J'utilise toute mon énergie pour essayer d'accroître cette liberté dont tu parlais. Et tu me demandes comment je peux continuer ma vie de connard comme si de rien n'était? Va te faire foutre, Werner. Les donneurs de leçons, j'en ai jamais eu besoin. Parker se lève, jette un billet sur la table, et le temps que Werner arrive vers la porte, il est déjà loin. Voilà, ce que j'aime dans ce roman, c'est que c'est un roman d'alerte qui pose les problèmes sans caricaturer. Et ce que j'aime aussi, naturellement, mais là, c'est le côté affectif, c'est la dimension de foi en l'humain qu'il y a là-dedans, à travers l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, enfin de l'incarnation, enfin qui sont du côté de l'incarnation. Enfin, j'aime bien Merleau-Ponty, le philosophe Merleau-Ponty, chez qui on trouve des développements sur le corps, qui rappellent donc cette incarnation. Enfin, l'individu est dans le corps, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que le roman exprime pleinement, y compris dans le titre. Voilà, merci pour votre attention.